Le Afia, c'était une grande équipe de football. Pourquoi une grande équipe de football? La première chose d'abord, tous ceux qui ont appartenu dans cette équipe de Afia sont arrivés au moins en secondaire. Les gens ont fait au moins la 12e année. C'est-à-dire ils ont suivi le cursus, quoi. L'école, parce que bon, à notre époque, il n'y avait pas l'école matérielle. Hein. Il y avait l'école primaire, l'école secondaire, hein. Après il y avait l'université. Moi, au moins, les gens étaient allés à l'orée de l'université. Nous avons au sein de AFIA un groupe qu'on appelle le groupe de choc. C'est-à-dire qui était capable de faire une analyse qui était composée, pas peut-être des intellectuels, mais des gens au moins qui réfléchissaient un peu pour donner une ligne de conduite à l'équipe. Donc nous nous sommes retrouvés. Je n'ai pas besoin de citer les noms ici pour ne pas frustrer d'autres parce que tout le monde a contribué à la victoire de AFIA. Mais ce qui est certain, c'est que ce noyau-là, jusqu'à présent, existe encore dans le AFIA. Même aujourd'hui, ce noyau existe. Donc on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'était la question que nous sommes posée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y en a qui ont perdu leur étude, il y en a qui ont perdu leur boulot, il y en a qui ont perdu leur maman, il y en a qui ont perdu leur papa. Je pense déjà à ceux qui avaient leurs parents au Cambodge, tout ce qui s'ensuit. On a dit, mais on ne peut pas rester comme ça, au moins faire quelque chose pour notre pays, pour qu'il y ait une résonance internationale. Parce qu'on ne peut pas souffrir et puis maintenant sortir zéro de ce que nous sommes en train de faire. C'est là en ce moment que nous avons décidé qu'il fallait commencer à faire la conquête des trophées et surtout les trophées continentaux. Donc, à l'époque, l'équipe s'appelait l'équipe fédérale de Conakry 2. Et quand on devait trouver un nom qui ne soit pas l'équipe fédérale, il fallait trouver un nom de club. C'est ainsi que le nom AFIA est venu. Et là, c'était le quartier pilote de Conakry 2 à l'époque qui s'appelait AFIA. Et c'est à ce AFIA qu'on a donné le nom. C'est vrai. Il y avait l'amitié, il y avait la franchise. Chacun de nous était pour son prochain. Que ce soit dans les internats qu'on faisait, parce qu'on pouvait faire à l'époque au moins un mois à l'internat sans qu'on puisse être à la maison. Il y avait bien des mariés parmi nous, d'autres avaient des enfants, mais vous voyez, avec l'ambiance que nous avons eu à créer au sein de cette équipe, hein, vraiment, on était même pressés des fois qu'on arrive à nous dire quand nous sommes en ville, vous rentrez à l'internat tel jour. Alors, la force était là-bas. Et on s'aimait. On s'aimait. On se côtoyait. Quand nous sommes ensemble, pas de triste figure. Ce n'était que de la joie. À l'internat, et quand nous rentrons sur cette pelouse, là où je me trouve comme ça, là, je ne sais pas quel est l'instinct qui nous réanimait encore pour affronter, hein, la compétition, le match que nous avons devant nous. Alors je vous dis, pour être bref, c'était la franchise. Nous, quand on jouait, c'est vrai, il y avait l'émulation, il y avait la diversité, mais on était un groupe compact, un groupe solide. On avait la même vision. On avait le courage de se regarder en face et de se dire la vérité. À des moments difficiles, très difficiles, nos entraîneurs avaient de la peine pour choisir l'équipe type qui devrait jouer pour la FIA. C'est nous, en restreint, nos footballeurs, on s'asseyait, on faisait la critique et l'autocritique, où on mettait en place une équipe qui allait compétir le lendemain. Et chaque fois qu'il en a été ainsi, la FIA
est toujours sorti vainqueur de cette bataille. Oh, on riait, il était très difficile parmi notre groupe de trouver quelqu'un qui pouvait se fâcher. Et même s'il se fâchait, on était en mesure de le mettre dans l'ambiance. Je vous dis honnêtement, il y a eu des moments difficiles, c'est vrai. Il y a eu des moments aussi quand on arrivait à découvrir quelqu'un qui est en train de faire la délinquance, on n'hésitait pas de le faire tendre par 4 grands. Donc on se faisait nous-mêmes d'abord une autodiscipline. Lyon, on se concertait, nous les joueurs. Quand un match est aussi important, nous demandons à nos responsables de nous laisser faire notre classement. Et c'est ce classement que nous on appelait classement révolutionnaire. C'est-à-dire, l'entraîneur, il est assis dehors, les encadreurs, tout le monde dehors. Les joueurs, on se réunissait dans la salle. Mais qu'est-ce qu'on se disait? Premièrement, si tu ne peux pas jouer, tu es malade, dis-nous que tu es malade, dis-nous que tu as peur. Nous allons expliquer ça techniquement aux dirigeants, pourquoi tu ne veux pas jouer. Mais une fois que tu as accepté de jouer, tu t'engages à fond. Tu ne retires pas ton pied parce qu'on veut te brutaliser ou tu croyais qu'on allait casser ton pied. Non, on refuse. Et là, si tu ne le fais pas, parmi nous, si on joue et qu'on remarque que toi, tu ne t'engages pas, nous décidons de te mettre à l'écart. Et là, il revenait à l'entraîneur de choisir entre le seul individu contre l'équipe. Naturellement, l'entraîneur va choisir l'équipe, il va te mettre à la touche. Donc c'est comme ça qu'on arrivait. Et cette motivation venait de nous. Et nous, notre motivation, c'était ce peuple de Guinée. Je suis né à Kindia en 1946. Je suis marié, père de 4 enfants vivants. Je travaille à EDG. Je suis assistant à la direction commerciale. Je suis arrivé dans le AFIA, d'abord en transitant par l'équipe fédérale de Conakry 2, qui a été plusieurs fois championne de Guinée. Et de là, on a transformé l'équipe de la préfecture de Conakry 2 en AFIA. Mais je suis arrivé dans l'équipe en 66, l'équipe fédérale de Conakry 2 en 66. On m'a sélectionné à partir du lycée, le lycée technique que j'ai fréquenté. J'étais là-bas en 64. On m'a sélectionné en 65 par l'intermédiaire de Boudaï, que certainement beaucoup de personnes ont connu. Et ensuite, j'ai fait partie de l'équipe de l'Université Club. L'Université Club, la grande équipe qui a pu fournir à peu près la majeure partie des joueurs. Et heureusement que l'Université Club était installée dans la zone juridique de Conakry 2. Et tous les joueurs qui étaient là-bas, qui ont transité par cette université, se sont retrouvés dans l'équipe fédérale de Conakry 2. Et quelques-uns ont eu la chance d'être les fondateurs de AFIA. Moi, je suis né le 21 janvier 1949 à Conakry. J'ai commencé dans le Kaloum. À bas âge, j'ai fait l'équipe junior et puis l'équipe fédérale aussi. C'est à partir de ça que j'ai eu une grande sélection pour l'homogène de AFIA. Je suis venu au football comme tout autre enfant. J'ai commencé dans la rue, après au collège, tout ça là. Mais mon arrivée à AFIA, c'était en 1970, pratiquement. Ça, c'est mes débuts, ça, dans le AFIA. Sans parler l'équipe nationale, donc j'ai eu une première sélection. Après, maintenant, on m'a reversé dans le AFIA. C'était tout un problème, puisque le AFIA, c'était un grand club. Bon, j'ai eu des problèmes au départ, puisque en ce moment-là, juste, ça se posait, le problème de gardien de but se posait. Il y a eu plusieurs gardiens qui ont passé. Mais heureusement, moi, en 70, quand j'ai eu ma première sélection, j'ai pu m'imposer jusqu'en fin de carrière. J'avais commencé comme tout jeune à l'époque.
par le football de rue, avec des ballons qu'on confectionnait, tout et tout, jusqu'à ce qu'il y ait eu dans notre quartier un grand magasin qu'on appelle à l'époque Innovation, où il y avait les ballons, quelques équipements de football, quelques équipements sportifs. Donc c'est à partir de ça qu'on a commencé à jouer avec les véritables ballons. Et puisque j'avais des amis chrétiens, à la personne d'Abraham et de Thomas Camara, notre grand frère, souvent on se retrouvait à la cathédrale aussi, voilà, où chaque jeudi après-midi, n'allant pas à l'école, on était là, on faisait des petites rencontres entre sections, entre rues, c'est vrai. Donc, c'est en ce moment, il y avait à l'époque, Père Lecor était là, malheureusement il est décédé à Dakar. Donc, quand il m'a vu jouer, il me dit avec tout ce que j'ai comme qualité, il faut que j'apprenne à jouer du pied gauche. Voilà. Donc, c'est ainsi qu'avec lui, j'ai commencé à jouer du pied gauche. Voilà. Il me disait comment il fallait faire. Il me faisait jongler, voilà, du pied gauche aussi, quoi. Donc, c'est ainsi que finalement, je me suis retrouvé, je pouvais jouer soit du côté gauche, parce que j'avais déjà commencé à utiliser mon pied gauche, ou en tout cas n'importe quel poste à l'époque. Voilà. L'arrondissement, il a fallu d'abord que je vienne dans le quartier, que je sois sélectionné dans mon quartier. Ensuite, parce qu'en période de vacances, on organisait des compétitions interquartiers. Donc c'est à partir de ça qu'on a été sélectionné pour la section du 2e arrondissement. Parce que moi j'étais au quartier Almamia, plus précisément au quartier Babadi à Diri. Ensuite de là-bas, on est venu dans la section du 2e arrondissement où on a été sélectionné à partir des compétitions interquartiers. De la section du 2e arrondissement aussi, on a été sélectionné les meilleurs, quoi. On a pris pour les regrouper dans l'équipe fédérale de Conakry. À l'époque, c'était Kaloum Star. Avant d'abord de venir dans l'UAFIA, j'ai appartenu à l'équipe de l'Université Club, voilà, qui était entraînée à l'époque par Boudaï. Donc c'est là-bas, à travers des petits matchs qu'on faisait, que j'ai été retenu en 1971 dans l'UAFIA. Je suis venu, mais je n'ai pas tout de suite commencé parce qu'il y avait de très très grands joueurs à l'époque que j'avais trouvé sur place. Donc j'étais sur le banc, mais on s'entraînait ensemble. Donc c'est en fin 71, quand nous sommes partis, j'ai été sélectionné pour la première fois dans l'équipe nationale Espoir. Donc on a eu à faire des tournées en Hongrie, en Bulgarie. Donc c'est à notre retour que cette équipe nationale Espoir a été formée. J'ai même quelques amis qui sont actuellement à la tribune, en réunion. Bon, des gens comme Ousmane Bangoura Garencha, et il y a Karim Dias aussi qui est là, et beaucoup d'autres. Moi, Mombo, c'est également qui est assis, avec lesquels on est parti en Hongrie. À notre retour, on a commencé à injecter quelques joueurs dans le lot, dans l'équipe nationale maintenant, dans l'équipe première. Ça a été le cas de Joléa, malheureusement qui est décédé par son âme. Ensuite, il y a eu Bangali Silla et Bernard Silla. Moi, Mombo, c'est Altafini. Altafini qui fut après arbitre international de football. Donc les 5 là sont venus avant nous dans l'équipe première. Voilà, je m'appelle Ousmane Bangoura, connu sous le nom de Garencha. Garencha, c'est un surnom que des amis m'ont donné depuis l'enfance. Je ne sais pas ça vient d'où. Et peut-être parce que je driblais à l'époque comme le vrai Garencha qui était brésilien et qui était ailier droit et l'un des plus grands joueurs que le monde ait connu. Je crois que c'était à cause de ça. Donc j'ai commencé mon parcours footballistique à Kindia. Kindia, c'est une ville de la Guinée qui se trouve à 130 km de Conakry. Kindia, où je suis parti dès l'âge de 7 ans, poursuivant ainsi mon père qui était fonctionnaire et qui travaillait à la justice de paix de Kindia. Donc là-bas, avec les jeunes de mon âge, on a commencé à taper dans le ballon. Et c'est là-bas déjà, dès ma prime jeunesse, que j'ai commencé à me faire un nom. Et c'est là-bas que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris le nom Garencha. Et donc, de 7 jusqu'à 15 ans, je suis resté à Kindia. Et vraiment, j'ai connu de très, très, très grandes joies là-bas. Parce qu'on passait tout notre temps à jouer au football, à taper dans le ballon. Après l'école, bien entendu, où vraiment, là aussi, j'ai fait une très bonne scolarité à l'école primaire et au collège.
Donc vraiment, je poursuivais les deux activités en même temps et c'est avec un égal bonheur que je poursuivais et les études et le football. Et puis, comme je l'ai dit, à l'époque, les fils de fonctionnaires suivaient leur père. Et donc, mon père est revenu à Conakry. Conakry, là où je suis né. Et puis, finalement, je suis rentré dans la capitale. Et c'est comme ça que j'ai continué. Au collège, on a continué à jouer au football. Et qu'arrivé au lycée, on avait une équipe au 2 août. Donc, là-bas, on avait une équipe composée vraiment de très grands joueurs qui ont tous fait, après une très grande carrière, et en équipe nationale et dans le RIFIA. Je veux parler de Papa Camara, de Bangali Silla, de Sidia Touré, paix à son âme, qui est parti finalement en Côte d'Ivoire, là où il est décédé. Il y avait des joueurs comme Soumal Seni Karli, qui est actuellement l'un des grands pontes de la justice guinéenne, Karim Dias et tant d'autres. Donc, une équipe de très grande qualité. Et c'est là-bas vraiment qu'on a fait nos premières classes. Donc, petit à petit, on a commencé à injecter ces joueurs de l'équipe nationale Espoir à dose homéopathique dans l'équipe nationale A. Et finalement, de petit à petit, les Papa Camara, les Joléa, les Bangali Silla, ils ont tous commencé à intégrer l'équipe nationale. 1 an, 2 ans avant nous autres qui sommes venus après, aussi pour rejoindre cette équipe nationale et surtout la grande équipe du Afia Club. Je suis né à Kindia, à 130 km de Conakry en 1944 et j'ai fait mes premiers pas à l'école primaire de la mission catholique de Kindia pour aboutir au collège technique de Conakry où j'ai commencé à être inséré dans une structure organisée de football. Ensuite, j'ai bénéficié d'une bourse d'études en Allemagne démocratique. À l'époque, l'Allemagne était divisée. Et c'est là où j'ai fait mes premiers pas dans le football de haut niveau. À savoir que j'ai joué dans une localité au nord de l'Allemagne qui s'appelle Neubrandenburg. Quand j'arrivais dans cette localité, en tant qu'étudiant, je n'étais pas autorisé à jouer automatiquement au football pour la simple raison que les étudiants devaient bénéficier d'une permission ou bien d'une autorisation des autorités pour pouvoir s'insérer dans le processus de football. Et la lettre est arrivée en Guinée, je crois la Guinée a donné son aval et on m'a inséré dans une équipe de 2e division. Quand j'arrivais dans cette localité, cette équipe-là occupait le milieu du tableau de la 2e division. Nous avons terminé la saison 2e du classement et l'année suivante, nous avons propulsé l'équipe en 1re division. Et là, on m'a fait comprendre que dans les pays de l'Est, les étudiants n'étaient pas autorisés parce que le professionnel n'existait pas, c'était l'amateurisme d'État. Donc on m'a transféré dans une autre équipe encore à Neustrelitz, à quelques 70 km de Neubrandenburg, où j'ai réussi encore à mener cette équipe aussi en 1re division. Malheureusement, l'année à laquelle on est monté, le pays m'a fait appel pour venir représenter les couleurs aux Jeux africains de Brazzaville, dont les éliminatoires ont eu lieu à Abidjan. Et c'est ainsi que j'ai embrassé le football de haut niveau. Après cela, après le tournoi d'Abidjan, comme je suis un homme de devoir, le pays m'a demandé de bien vouloir rester, de ne pas continuer les études, de bien vouloir rester sur place pour pouvoir servir le pays. Chose que j'ai acceptée avec joie, parce que quand il s'agit de défendre les couleurs de mon pays, je crois qu'il n'y a pas de négociation dans ce... Il n'y a pas de négociation. Et là, j'ai accepté. Et c'est ainsi qu'en 1966, nous avons commencé à mettre en place les premiers embryons du Afia Football Club de Conakry. Ma venue au football, je dirais premièrement, c'est partant de mes études primaires que j'ai eu à faire dans mon village même, les îles de Los, qui de là-bas, pendant les récréations, on faisait des petits camps pour faire, disons, quelques temps, quelques minutes pendant la récréation pour jouer au ballon, se recréer. De là-bas,
on a eu la chance de venir au temps du premier régime de Sékou, comme il y avait les intercomités, les intersections, ainsi de suite. Avec ma petite compétence que j'avais à l'époque, ça m'a fait venir au niveau de la section, qui était le 4e à l'époque, le 4e arrondissement, qui est Kassa. Alors, Kassa, presque, c'est là-bas que se retrouvaient les autres îles et pour former une bonne équipe. À ce moment-là, il y avait l'entreprise aussi des bauxites du Midi, qui avait beaucoup d'éléments qui pouvaient jouer au ballon. Alors, de là-bas, quand il y a eu le régime de Sékou et qu'il y avait ces intersections, c'est ainsi que je suis venu à Kassa pour faire les compétitions et je fus embauché à la bauxite de Kassa. De là-bas maintenant, comme toujours, il y avait les interfédérations qui, à l'époque, Conakry 1 était, disons, la première fédération de Conakry. Et vers là où nous nous trouvons actuellement, en banlieue ici, c'était la fédération de Conakry 2. Donc je fus intégré dans l'équipe Conakry 1, de la fédération de Conakry 1. Dans ces compétitions, vu le rendement, j'ai fus appelé au niveau de l'équipe nationale. Mon entraîneur est Maître Nabi, et mieux que ça, on avait dans les fédérations, comme il y avait les Hongrois qui se trouvaient ici, les Chefeldi, les Boudaï, les Zacharias, les Vieux-Ban. Alors nous sommes venus au sein de la fédération, on nous a cocté de là-bas pour venir au sein de l'équipe nationale de Guinée. C'est en 68 que nous sommes allés pour le Mexique. Donc je dirais pour le AFIA, il faut compter l'année 69-70. Né le 3 mars 1945 à Conakry. J'ai commencé mes débuts footballistiques à Conakry, ici dans les quartiers de Dixine, principalement l'Andrea, face au stade 28 septembre. Et comme tous les enfants à l'époque, on commençait à jouer dans les pots d'orange, après dans les petits ballons qu'on appelait à l'époque Michelin. Après, on est venu sur les grands ballons. Et là, on les commençait dans les quartiers, à l'école primaire, au collège, ainsi de suite. Et c'est comme ça, la révélation est venue. La première détection pour nous, être dans les minimes et les cadets, c'est Laszlo Boudaï, qui nous a vu nous entraîner ici. À l'époque, ce grand stade n'existait pas. C'était le stade annexe, qui était le grand stade. Il nous a récupérés et chaque soir, il venait nous entraîner. Et c'est comme ça que nous avons commencé à jouer au ballon. Et on a été repéré par la section du 6e arrondissement. Et après, c'est l'équipe fédérale de Conakry 2. Après, c'est l'équipe nationale. On a été récupéré en minime, en cadet, en junior, en espoir et en équipe nationale A. Donc cela veut dire, avant d'atteindre l'équipe nationale, la discipline qu'on recherche, tu l'as déjà acquise. Parce que tu es passé par tous les escaliers. Et c'est comme ça que nous avons été révélés. Et on était vraiment... À l'époque, on jouait très bien selon nos supporters, même selon nous aussi. Parce qu'on s'est forcé à être meilleur. Et on voulait jouer le premier rôle dans notre équipe d'arrondissement. Ensuite, dans l'équipe fédérale de Conakry 2, qui était tout le temps battue par Conakry 1. Et aussi l'équipe nationale. Pour nous, on voulait jouer contre les équipes qui nous battaient, soit chez elles, soit à Conakry. Et c'est ainsi que nous avons joué dans l'équipe fédérale de Conakry 2. J'ai commencé dans le quartier. C'est le quartier que je suis allé à l'équipe de l'arrondissement à l'époque, la fédération, et entre-temps l'AS Kaloum. De l'AS Kaloum, c'est là où on m'a sélectionné dans le AFIA. Et tout ça, c'était début 75. C'est en 77 quand même que j'ai quand même pu
me titulariser à part entière dans l'équipe nationale et dans l'UAFIA. Keita Cheikh Mohamed Koukodi. Bon, je suis arrivé dans l'AFIA après mon passage à l'équipe junior. J'ai été recruté lors d'une finale, la Coupe de la Première Dame à l'époque. J'ai joué un seul match, c'est Maître Nabi, à l'époque qui était directeur technique, qui m'a vu ici et qui m'a recruté. Et au même moment, il y avait une refonte au niveau de l'AFIA et j'ai été intégré avec certains de mes amis, les Selva Bangoura, Mara Touré et consorts. Donc ça c'était le mois de juin, ma première participation. J'ai fait l'internat avec eux, mais quand ils partaient à Brazzaville, bon, nous on est restés. C'est à leur retour maintenant, on a intégré. Mon premier match, c'était une équipe nationale d'abord, avant AFIA, contre la Tunisie en Coupe du Monde. Je suis Ibrahim Adjimi Kamara, je suis né en 1952 à Conakry, fils de feu Momoya Kamara et de Hadja Fatmata Bangoura. Et je suis ingénieur télécom, chef service sport et loisirs à Sotelgui. Je suis venu dans le Grand AFIA. Au prime abord, j'étais capitaine de l'équipe nationale des cadets, en compagnie de Amara Touré et de Cheikh Koukodi et Selba Bangoura. Et avec nos parcours brillants et nos comportements à travers l'équipe nationale des cadets et des juniors, on nous a fait appel dans le Grand AFIA. En même temps, c'est Douba, Amara Touré qui est aujourd'hui gravement malade, et très malheureusement malade, et moi et Cheikh Koukodi. En 1966 et 1972, l'année à laquelle nous avons eu la première Coupe continentale, 6 ans se sont écoulés. Et là, c'est le fruit de ce travail qui a abouti effectivement à la conquête de ce trophée en 1972. Et là, il faut le reconnaître, d'abord, l'environnement a été très propice. L'État a mis tous les moyens à notre disposition. Nous avons constitué une bande de petits copains pour nous amuser et aussi faire des résultats parce que l'État nous a demandé de donner une affirmation positive, une image de marque à la jeunesse guinéenne en faisant la conquête d'un trophée. Et c'est ainsi que cette bande de copains se retrouvait pratiquement tous les jours, tous les soirs, tous les matins, même ceux qui étaient à l'école. Quand nous étions en période de regroupement, on demandait la permission pour eux. Quant à eux, maintenant, de se programmer pour pouvoir rattraper ce qu'ils ont perdu le matin. Mais on s'entraînait à l'époque matin et soir. Et il y avait des structures aussi qui existaient, qui nous permettaient d'évoluer, qui n'existent pas maintenant. À l'époque, pour être sélectionné, il fallait d'abord commencer dans le secteur. Le secteur de quartier. Après le secteur, on avait le PRL. Après le PRL, on avait l'arrondissement, la section, pardon. Après la section, l'arrondissement. Après l'arrondissement, on avait la fédération. Et après la fédération, on évoluait maintenant dans la région naturelle, ou bien dans la région. Parce qu'à l'époque, il y avait 4 régions naturelles, à savoir la forêt, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée et la Basse-Guinée. Donc voilà, ces structures-là existaient. Ces structures nous ont permis quand même. Parce que qu'est-ce qu'il faut pour un joueur? Si vous avez des infrastructures, vous avez les ballons, vous avez les équipements, on vous demande maintenant de processer. Tout ce qu'on vous demande, c'est de se produire, de s'entraîner et de jouer. Et je crois que cet environnement-là a été vraiment favorable pour nous parce que les infrastructures étaient à notre disposition matin et soir. Même si c'était à minuit, on venait pour s'entraîner, les infrastructures étaient disponibles. Voilà à peu près le parcours qu'on a eu à faire de 1966 à 1962. Cela veut dire l'enfant a mûri, il y a eu l'expérience, on s'est frotté. Et notre chance, la plus grande chance pour notre équipe, c'était que nous tous, nous vivions à Conakry ici ensemble. Après les matchs, on est tous les jours ensemble dans les quartiers. Donc l'amitié se tissait entre nous et l'amour aussi, pour tout le temps mieux faire, tout le temps passer du bien pour ton prochain. On était en quelque sorte une famille. Et c'est comme ça qu'on a entamé la campagne africaine en 72. En 72, quand on arrivait à la finale, vraiment, certains ne croyaient pas. Mais quand on est arrivé en finale, la population nous suivait et on a pensé que notre équipe a mûri. Pas totalement, mais elle pouvait se comparer à certaines équipes.
dirais que pour la finale de Kampala, il y avait vraiment une gaieté avant que nous ne soyons même dans le terrain. Parce que c'était la première fois de venir en phase finale d'une coupe internationale. Avant qu'on ne quitte même Conakry pour Kampala, faisant escale à Monrovia. De Monrovia, nous avons pris Air Panam pour l'Ouganda. Vraiment, on ne pouvait décrire sur nos physionomies, sur nos figures, que la joie. Parce que l'équipe avait une confiance et vraiment la victoire, on la voulait. C'est vrai, on voulait la victoire. Parce que, vu tout ce que nous avons franchi comme étape, jusqu'à être à la phase finale, je pense que vraiment c'est de mettre le tout pour que nous puissions avoir la victoire. Et c'est ce qui fut fait. C'était une immense joie pour nous, premièrement joueurs, et nous avons eu à rehausser le peuple guinéen de joie. Dans l'avion, au retour, c'était la joie. Parce qu'à chaque fois qu'on voyait la coupe, c'était une joie au fond de nous tous. C'est un peu difficile que je puisse vous définir réellement les sentiments que j'ai eus pour la première fois. Je pourrais vous dire que c'était de la fierté. J'étais très content et c'était, disons, le résultat de ce que nous avons fait pendant plusieurs années. La sélection africaine avait la mini-coupe qui se jouait au Brésil, où il y avait tous les grands pays, l'Argentine, le Pérou, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, ainsi de suite, au nombre de 18 à l'époque. Et l'Afrique avait été représentée par une sélection africaine. Et dans cette sélection, nous avons été deux qui avaient été retenus. Mondba Maxime Camara et moi-même. Donc le regroupement était à Dakar. Au moment où nous faisions appel et que notre message tombait, on était à Massanta. On était parti jouer le championnat parce qu'à l'époque, nous, le Afia, on jouait le championnat aussi à l'intérieur du pays. À Zérékouré, à Massanta, à Kankan, à Sikiri, on jouait. On était en championnat quand le message est tombé, ici j'ai dit, et qui nous demandait de rallier Dakar. Parce que le regroupement se faisait là-bas et que nous étions retenus dans la sélection africaine. Donc c'est là-bas où on a rebourssé, on a pris le véhicule. On est rentré ici un vendredi. Dimanche matin, on a pris Aéroflot à l'époque, qui partait sur Dakar. C'était Maxime et moi. Et nous avons retrouvé nos camarades, parce que la sélection africaine avait les francophones, les lusophones, les anglophones. Et nous. Donc il y avait tout ce monde-là dans une seule équipe. Mais comme on aime à le dire, le football, c'est une science qui n'a ni père ni mère. Et ça peut se jouer n'importe où. Donc comme nous aimons le dire, quand tu sais jouer, que tu sois anglophone, lusophone ou francophone, vous pouvez vous comprendre sur le terrain. Peut-être c'est le dialogue, mais la passe qui doit aller vers toi, il n'y a pas besoin que tu sois anglais, anglophone ou francophone pour savoir que la balle qui me vient doit passer par toi pour qu'on marque le but. Donc ça, c'est ça qu'on a pu faire à Dakar. Et notre entraîneur était Mikloufi. Il y avait les Salif Keita du Mali, les François Pelé du Congo. Il y avait les grands Ghanéens, Malik Jaber, l'entraîneur actuel qu'on a limogé de l'Égypte, qui a fait le triplé. C'était notre arrière central. Donc on est arrivé au Brésil. On a commencé par l'Argentine. Notre poule, c'était l'Afrique, l'Argentine, la France, la CONCACAF. On était 5 dans la même poule.
Notre premier match, c'était contre l'Argentine. Malheureusement pour nous, c'est à la dernière minute qu'on s'est fait battre au Togo par nous-mêmes. Sinon, on a mené 1-0 jusqu'à la 75e minute. Mais comme vous le savez, nous sommes tellement enthousiastes, les Africains. Donc quand tu gagnes, bon, tu penses que le match est terminé. C'est comme ça qu'ils ont égalisé et ils nous ont battu 2-1. Après, on a joué contre la France. La même chose aussi. Il y en a les 2 derniers matchs, voilà, contre la Colombie et contre le CONCACAF. Là, nous avons gagné l'un 3-0, l'autre 5-1. Et c'est à ce moment même qu'on faisait la sélection de l'équipe mondiale. Quand moi je finissais mon tour, j'étais opposé à Jardino du Brésil, qui avait joué la Coupe du Monde 70, c'est le compte du Brésil. Donc on était deux à l'arrivée. Mais finalement, son dernier match et mon dernier match, nous avons fait la différence là-bas. Moi j'ai eu 21 points, lui il est resté à 18 points. C'est comme ça moi j'ai été élu comme meilleur ailier droit du monde. J'ai eu moi la chance d'avoir un homme de médias très célèbre que tout le monde connaît en Guinée, Boubacar Kanté, qui était un ami personnel, qui m'a dit, écoute, je crois que tu as des possibilités d'aller plus loin en faisant quelque chose sur le terrain. Alors nous sommes assis, on a commencé à parler. Il m'a proposé un plan de travail, 6 mois à l'avance déjà, avant même qu'on débute la Coupe d'Afrique des clubs champions. À savoir que je dois avoir une vie rangée, je ne dois plus aller danser, je ne dois plus fumer si je fumais, comme je n'ai jamais fumé de ma vie, je n'ai jamais bu aussi de ma vie. Il m'a dit, de toutes les façons, il faut que tu aies maintenant une vie rangée pour pouvoir réellement être toujours en forme sur le terrain. Et c'est ainsi que même ma nourriture, il a pris en charge, personnellement, il a pris ma nourriture en charge. Parce que ce qui est difficile pour un sportif, que vous venez vous produire sur un terrain de football, vous perdez énormément de calories, que vous retournez à la maison, vous n'arrivez pas à trouver même à manger, c'est difficile. Donc avec la complicité de sa femme, Feu Thérèse Camara, qui était la jeune sœur à la femme du Premier ministre de l'époque, dans son Abiavouri, les prémices ont commencé à se présenter à partir des quarts de finale. Mais je crois que ce n'était pas encore acquis et c'est ainsi que le grand match tant attendu entre le Afia Football Club de Conakry et le tout-puissant Glebert de Lumumbashi, mon ami Kanté est venu me voir pour me dire tout simplement que voilà, il faut que tu fasses un grand match ici pour pouvoir prendre une option sur l'avènement du Ballon d'Or. Il dit, tout ce qu'on te demande, tout ce que moi je te demande personnellement, tu m'envoies une balle sur la transversale, ensuite tu me fais des passes décisives, et si tu as la possibilité de marquer, ben, tu marques aussi. Le commentaire, tu me laisses faire parce que c'est moi qui fais le commentaire. Heureusement, au cours de ce match-là, j'ai fait une très belle prestation. Et le tout-puissant Glebert qui était donné favori, à la 5e minute, on menait déjà 1-0, le Afia menait 1-0, dans le fief de Lumumbashi. Mais il faut aussi raconter ce qui s'est passé avant Lumumbashi. On arrive à Kinshasa, vous savez, la RDC c'est un grand pays, c'est même un continent si vous le voulez. On arrive à Kinshasa, on nous dit que le match ne peut pas se jouer à Kinshasa, mais que c'est à Lumumbashi. Alors c'est ainsi que nous avons repris l'avion pour faire encore 3 heures de Boeing pour aller à Lumumbashi, dans le fief même de tout-puissant Anglebert. Et c'est là-bas on les a défiés. Donc comme je disais, 5 minutes on menait déjà 1-0 et finalement ils ont égalisé. On est rentré à la mi-temps avec ce score. Au retour des vestiaires, ils ont marqué le 2e but. Ensuite on a égalisé à 2-2 et à la dernière seconde ils ont marqué le 3e but. La prestation était tellement forte que finalement les gens ont changé d'avis pour dire que maintenant c'est le Afia qui est l'équipe favorite pour l'obtention de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Alors après Lumumbashi, c'était le match retour ici à Conakry. Tout le monde connaît l'histoire là,
parce que finalement le tout-puissant Glébert a renoncé de jouer, prétextant que les arbitres ne sont pas des arbitres de la CAF, alors que ces arbitres-là sont inscrits sur la liste de la FIFA. Mais après enquête faite, je crois qu'il s'est avéré que le métronome, c'est-à-dire la pièce angulaire de l'équipe de Lumumbashi, s'est blessé à l'entraînement qui était à la personne de Toumba. Donc je crois, à mon humble avis, ça n'engage que moi, je crois qu'à partir de cette blessure-là, ils ont pris la décision de ne plus jouer le match. On arrive maintenant à la grande finale pour la première fois dans l'histoire du football guinéen. Toujours mon ami de médias, il m'interpelle, il me dit, je crois qu'après ce que tu as fait à Lumumbashi, tu vas être maintenant sur la liste des prétendants au Ballon d'Or. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me pose la question. Je dis, il faut que je double encore d'efforts. Il faut que je fasse encore des efforts pour pouvoir réellement monter sur la plus haute marche du podium. Et c'est ainsi qu'à la finale, d'abord ici, nous avons gagné par 4 buts à 2. Là, j'ai marqué un but. Joly a marqué 2 buts. Papa Camara a marqué un but. Ensuite, le match retour à Kampala, j'ai eu l'insigne honneur d'inscrire le premier but. Et je crois que ça fait un écho dans la presse. Et voilà, quand on a demandé, parce qu'à l'époque, le Ballon d'Or s'obtenait par la voix des pays ou bien des journalistes sportifs qui donnaient leur voix aux prétendants. Moi, je crois, si j'ai bonne mémoire, sur les 39 pays qui étaient chargés de lire le Ballon d'Or, 35 ont voté à ma faveur. J'ai encore les archives avec moi. 35 pays ont voté à ma faveur. Et chose bizarre, mon pays n'a pas voté pour moi. Mais ça, ce n'est que partie remise parce que quand on fait bien son travail, je crois que la récompense, c'est universelle. Les Guinéens étaient venus vraiment en nombre au stade du 28 septembre, comme tous les matchs du AFIA. Après, parce que ça venait après vraiment un match extraordinaire qu'on avait livré déjà en demi-finale. Je crois que c'est une équipe du Togo qu'on avait battue à l'aller comme au retour. Donc les Guinéens étaient confiants. Et Enugu Rangers du Nigeria, on se disait qu'on allait faire qu'une bouchée de cette équipe-là parce que l'AFIA vraiment été en forme. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Pendant combien de temps on a buté une défense très regroupée de l'équipe du Nigeria qui nous a causé énormément de problèmes. C'est grâce à un but de Joly à ce jour-là qu'on a pu s'en sortir sans dommage avec un petit but d'écart qui, aux yeux et au vu des gens, n'aurait pas pesé très lourd au match retour. Donc, en partant à Lagos, on n'avait pas la faveur des pronostics parce qu'ils se disaient tout simplement avec un 0, match retour à Surulere Stadium qui avait une réputation de mangeur d'équipe. Et vraiment, les Guinéens n'étaient pas très confiants. À Lagos, c'était au stade, c'était Surulere Stadium. D'abord, avant que nous arrivions au terrain, parce que souvent, à l'époque, quand on voyageait, c'est seulement après le match qu'on mangeait, n'est-ce pas, à l'hôtel. Bon, partout où on est passé, où on avait nos ambassades, c'est à l'ambassade qu'on allait manger, tout, surtout pour des matchs décisifs, comme celui qu'on a joué en 1975, la finale contre Enugu Rangers. Donc, moi, je ne savais pas que le stade était aussi plein. Voilà. Parce qu'on a eu que quelques minutes seulement d'entraînement la veille du match. Et le jour du match, on est sorti pour l'échauffement. Mais en sortant, il y a eu un cri. Le cri qu'il y a eu, j'ai failli avoir le vertige. C'est vrai, il a fallu que Chose Maxime me retienne. Il me demande, papa, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je crois avoir... J'ai dit, j'ai le vertige. Il dit, non, non, ça c'est dû certainement au nombre de spectateurs, tout et tout, au cri qu'il y a eu quand on est rentré, de façon concentrée. Effectivement, je me suis concentré, j'ai commencé à toucher le ballon et tout de suite c'est passé. Vu tout ce que nous avons eu à faire au cours de la première mi-temps, ces gens tenaient coûte que coûte à nous vaincre. Et nous aussi, on s'est dit,
telles qu'en soient les circonstances, il faudrait que la coupe rentre en Guinée pour une deuxième fois. À l'époque, on ne peut pas distinguer les attaquants aux défenseurs. On ne pouvait pas distinguer la défense à l'attaque. Ces jours-là, on a joué, on venait presque à la fin du match. Sori, Petit Sori, qui était mon ailier droit, on a joué, on a vu que vraiment c'était difficile. Et à l'époque, quand vous jouez, Maître Nabi vous dit carrément, il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas de défenseur. Tout le monde s'engage dans le match. Et c'est ce qui était gravé dans nos têtes. Quand tu as le ballon, si possible, tu es devant, tu es à l'attaque, étant défenseur, continue. Et à l'époque, on avait des gens aussi qui tiraient bien le ballon. On avait des shoots quand même. Partout où vous passez, parmi nous, tous les 11 qui sont dans le salle, tout le monde peut shooter. Et Maître Nabi, il disait, à chaque fois que vous descendez, vous êtes à 20, 25, 30 mètres, shooter. Alors, ces jours-là, bref, je reviens. Moi, j'étais juste au niveau de la ligne médiane. Mon attaquant, mon ailier, qui est Petit Sori, qui était à l'aile là-bas, je le voyais à la défense. Et moi, j'étais au milieu du terrain. On était acculés. On était pressés, hein. Ils nous ont pressés, les Nigérians, parce qu'ils gagnaient, ils voulaient gagner, coûte que coûte. Alors, tout de suite, la balle tombe sur Sori. Et moi, j'étais juste à la ligne médiane. À la ligne médiane, je lui dis en sous-sous, Mwoli, qui veut dire lance-moi. Dès que j'ai dit ça, tout de suite, lui qui avait le ballon, il a lancé. Et ça trouvait que la défense nigériane était presque dans notre camp maintenant, parce qu'il voulait coûte que coûte gagner. Et Dieu merci, Sori, il a tellement bien placé le ballon qu'on ne pouvait pas dire « Ah, c'est ceci, c'est cela ». Dès que la balle est tombée, bon, je dirais que je ne suis pas rapide, mais ce jour-là, j'ai bien cavalé. Au moment que la défense se détachait de notre camp pour aller me joindre, j'étais déjà dans la surface de réparation. Alors, dommage, le bonhomme qui est venu comme premier défenseur sur moi, tout de suite, au lieu de chercher le ballon, c'est moi qui l'ai raclé. Alors là, l'arbitre était aussi à proximité. Il était à proximité de nous. Donc vraiment, l'arbitre a trouvé que c'est... Et même les supporters nigérians, ils étaient tous d'accord pour le pénalty. Et c'est ce qui fut fait, qui a été transformé par le capitaine, qui est Thiam Ousmane Tolo à l'époque. Monté sur la tribune, au Surulere Stadium de Lagos, où il y avait plus de 100 000 spectateurs, hein, et qu'on vient de mettre à mon cou la médaille d'or. Ça aussi, ce souvenir-là est irremplaçable. Déjà après le match, il y a eu beaucoup d'appels à l'ambassade, parce que c'est du stade qu'on est directement parti à l'ambassade. Voilà, l'ambassadeur déjà avait reçu depuis, déjà au stade, assez de coups de fil du président, bon, de beaucoup d'autres ministres, quoi. Donc on est parti à l'ambassade, on a dîné ensemble, il y avait tout le monde, toute la délégation pratiquement, et tout de suite, le ministre a reçu à travers l'ambassadeur un coup de fil du président qui a souhaité à ce que l'équipe rentre le matin, quoi, le lendemain très tôt, voilà, pour être reçu par lui. Et c'est ce qui fut fait. Qu'on peut regretter, c'est vrai, c'est l'année 76 pour nous. Au cours d'une année, nous avons perdu 2 coupes. Tu ne peux pas oublier l'année là. En 76, on est arrivé en finale, on a joué avec le Maroc, match nul. Mais on n'a perdu aucun match, mais on n'a pas eu la coupe. Et tu ne peux pas oublier ça. Le système de championnat qu'on a instauré, ce n'était pas le système championnat. Et c'est d'ailleurs, c'est après ça
que la FIFA a trouvé le moyen d'annuler ce système. Que ça, c'est un système de championnat. Ce n'est pas un système de coupe. Or, on jouait une coupe d'Afrique. Donc, on devait nous laisser continuer, faire les prolongations, mieux arriver au tir au but. Mais parce que nous, on avait fait un match nul contre Nigeria. Et ils n'avaient pas fait de match nul. C'est ce qui a fait qu'ils ont remporté la coupe. Et ça, on n'a pas pu oublier ça. On était même, c'est pas outré, on était frustré quand on perdait un match sur un terrain de football. Et nous avons en mémoire la triste épopée de Mouloudia à Alger, où nous avons vraiment perdu dans des conditions, je dirais, douteuses, pas de notre côté, mais l'environnement à Alger, le règlement, tout cela a été bafoué. Mais nous étions devant une situation très critique où il fallait trouver une solution devant un chef d'État. Et pour celui qui connaissait la rigueur, l'engagement de la Guinée dans l'organisation de l'unité africaine, je crois qu'il était impossible de dire sur un terrain en Afrique, je ne dis pas en Europe, un terrain en Afrique, il était impossible de dire non, on ne joue pas parce que tout simplement les règlements ne sont pas appliqués. Là, nous étions obligés de le faire. Et en guise d'exemple, la Coupe d'Afrique des clubs champions, ce n'est pas régi par les passeports, mais c'est par les licences qui ont été signées au départ. C'est-à-dire avant la compétition, chaque joueur signe une licence pour s'engager dans un club. Malheureusement, quand nous sommes arrivés à Alger, ils nous ont présenté 5 personnes qui n'avaient pas de licence mais qui avaient des passeports. On a dit, mais non, écoutez, ce n'est pas possible. Ils ont dit, ah, pourtant c'est ça. Et le Guinéen est sensible à l'injustice. Parce que quand nous sommes rentrés, on a vu tous ces paramètres-là qui concordaient contre nous, des choses qui ont été arrangées à l'avance. On a dit non, nous on ne joue pas. Et ça a été une chaude discussion entre les responsables, qui a même amené certains responsables en prison au Camboiro, parce qu'il fallait réellement se déterminer pour ça. Malheureusement, ceux qui ont eu le courage ont dit, bon, il faut qu'on joue. Ceux qui n'ont pas eu le courage se sont cachés derrière certaines choses qui n'avaient rien à voir avec le sport. Il y a ici qu'on avait gagné 3-0. Donc, aucune équipe ne pouvait penser que la FIA, qui a gagné 3-0, pouvait être remontée. La FIA peut remonter les gens, mais faire remonter les 3 buts de la FIA. Et ça, on l'a eu contre Mouloudia à Alger. Notre échec à Alger, ça nous a, par excès de confiance, je dirais. Puisque 3-0 ici, arrivé là-bas, il y a eu des anomalies, des joueurs qui ne devaient pas jouer. On a dit, bon, laissez, on va jouer. Tout ça, là, après, ça s'est tourné autrement. Mais au retour à Conakry, ça a tourné au vinaigre. Parce que nous avons été victimes. Arrêtés, on a fait 15 jours au Camboiro, Jolia et moi. Après, maintenant, ils ont compris, bon, on nous a relâchés. En nous mettant, c'était en 76, ça, en nous mettant en 77, l'obligation de ramener la coupe. On est venu d'Alger, on a parlé de complot, on a parlé de sabotage, on a dit ceci, on a dit cela. Bon, des footballeurs ont été arrêtés, mis en prison, des enquêtes ont été menées. Bon, je crois que c'était au temps du ministre Toumani qui a été, comment je dis, sorti du gouvernement. On était en réunion au siège du comité national, je crois, de la GIRDA. Bon, quand un coup de téléphone est arrivé pour dire que qui a loupé le deuxième penalty. Les gens ont demandé, j'ai dit moi c'est moi qui ai loupé le deuxième penalty. Et avant ça, il y avait deux footballeurs qui avaient été arrêtés. Donc la période a été très douloureuse pour moi. Je suis arrivé à la maison, j'ai dit à maman, ah moi aussi, ce soir on viendra m'arrêter, hein, parce que c'est des choses qui ne devraient pas arriver, quoi. Pourquoi ça ne doit pas arriver? Parce que le football, c'est le football. Hein. C'est d'abord un jeu. Hein. Bien que, à des moments, c'est fondamentalement politisé. Hein. Donc, quand il y a victoire, on doit applaudir, on doit être joyeux. Mais quand il y a défaite aussi, bon, il faut sereinement aussi tirer les leçons.
partir à Accra, malgré la force de l'équipe des RCO Fox, et surtout avec leur idole de l'époque qui s'appelait Abdul Razak. Abdul Razak, c'était un joueur formidable qui venait vraiment de percer au niveau international et qui vraiment faisait peur à tout le monde. Mais malgré tout ça, nous, on était confiants, on est partis très bien préparés, on avait fait une préparation extraordinaire. Et parce que, surtout, avant de partir là-bas, vraiment, déjà à Conakry ici, on avait vraiment soif, de gagner définitivement cette coupe-là. On savait toute l'attente que le peuple de Guinée avait, que les responsables à l'époque avaient. Donc, vraiment, on ne devait pas le décevoir. L'aller, j'étais blessé dans les préparations. J'avais eu une fracture. Mais quand même, avec la tension là-bas, on m'a obligé d'être dans les buts. Et ce but que Amara Touré a marqué en première mi-temps déjà était un truc extraordinaire parce que après les RCO Fox, l'équipe ghanéenne a eu un penalty. J'ai mal terminé le match, malgré que on a gagné 1-0 et j'ai pris un penalty. Parce qu'à l'époque, nous, on était très très jeunes. On avait des renommées entre nous qui étaient parmi nous. Chérif Suleiman, les Petits Souris, les Koulèves. À l'époque, c'était des grands joueurs à part entière, les Joléas. Donc, nous, on cherchait à jouer parmi eux ou à être réservistes. Mais Dieu nous a donné la chance avec Maître Nabi qui était à l'époque entraîneur. Il a eu confiance aux jeunes. Au match aller, Amara Touré a pu marquer le premier but. Et au match retour, j'ai pu marquer le premier but aussi. Quand je lui ai fait la passe à ce niveau, il m'a remis le ballon une première fois, une seconde fois encore, pour me reconnaître. N'est-ce pas qu'il me l'a donné? La troisième fois, j'ai vu Serba qui était très bien placé. J'ai fait semblant de remettre encore à me reconnaître, mais plutôt j'ai remis à Sedba. Et quand Papa Camara m'a donné le ballon, je n'ai pas retardé à le faire la passe et de sitôt il a marqué le troisième but. Dès que l'arbitre avait sifflé la fin du match, la voiture présidentielle, sans seulement que le président est rentré, donc on a suivi tout de suite sa voiture. C'est pas les grands ténors là qui veulent, mais c'est les petits qui sont sur les extrêmes là. Petit Souris, Maxime, ils sont tous des gens en miniature. Il dit les petits Nino là, si vous les prenez, je crois que vous pouvez gagner le match. Mais si vous préparez les Nino là, il dit vous perdez le match. Alors, c'est effectif. À l'entraînement, on se communiquait beaucoup de choses. Moi, je sais pertinemment, je sais personnellement, Maxime, quand je donne une balle, même la manière d'arrêter le ballon, je sais ce qu'il veut faire. C'est des choses que nous avons travaillé à l'entraînement. S'il arrête avec le pied droit, cela veut dire que je vais essayer de passer en solo. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez derrière
En cas où on lui prend le ballon, vous récupérez. Mais s'il arrête le ballon avec le pied gauche, cela veut dire viens, on va faire 1-2 contre un seul adversaire. Donc on est 2 contre 1. Ça, je savais. Petit Souris, la même chose. Quand il prend le ballon avec tous ses dribbles, il va sur le point de corner, sur le poteau de corner. Cela veut dire j'attire la défense, je vais centrer au deuxième poteau, vous préparez. Mais s'il fonce directement vers le premier poteau, cela veut dire je vais et je mets le ballon en retrait. Donc c'est des choses qu'on connaissait, même en dormant, on savait déjà. Donc moi aussi, dès que j'avais le ballon, il suffit seulement de voir ma position, les deux peuvent connaître réellement ce que je veux faire. Parce que si je me mets comme ça, en diagonale, pour faire face à Petit Souris, je ne jouerai jamais à Petit Souris. C'est pour jouer sur Maxime. Pourquoi? Parce que quand je fais ça, j'attire l'attention de toute la défense. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont balancer. Et quand ils balancent, donc, ils vont laisser le côté gauche libre. Alors, avec une bonne technique, on reprend l'autre côté pour faire un transfert de l'autre côté et c'est fini. La voie est ouverte. Notre problème maintenant, c'est comment marquer. Parce que c'était là le problème. Comment marquer. Et ça, c'était travaillé aussi, tellement bien travaillé à l'entraînement que les deux qui étaient aux extrêmes, aux extrémités, ils connaissaient réellement notre point de chute. Quand je viens à 90 à l'heure, il sait exactement où je dois me trouver. Il faut que le ballon arrive en ce moment. Je n'arrive pas à comprendre deux fois. Les gens pensent deux fois que c'est, disons, simple, la sorcellerie ou bien des trucs. Non. C'est-à-dire c'est un truc que moi j'ai travaillé aux entraînements. J'ai fait beaucoup de travail là-dessus. Parce que j'ai lutté pour le moment contre l'anticipation du gardien de but. C'est-à-dire penser à la place du joueur, non, je l'ai éliminé dans mes calculs. Moi, tout mon problème, c'était le ballon. Donc aux entraînements, je m'efforçais, parce que je me dis, les buts là qui fait 7 mètres 32, ça me fait 3 mètres, alors aux entraînements, ça fait 11 mètres, je m'entraîne, je m'éjecte. Alors dès qu'il y a penalty, je suis concentré, je sais qu'aux entraînements, c'était comme aux entraînements, je ne bouge pas tant que je ne vois pas le ballon. À deux fois, ça panique le shooter. Donc c'est des entraînements. Moi, j'étais à la défense. Quand je ne suis pas en forme, c'est les autres qui me couvrent pour ne pas qu'on trouve. C'est-à-dire c'était la solidarité et la volonté de vaincre tout le temps. J'avoue que je n'ai pas eu d'admiration pour un footballeur comme ceci. Pour des footballeurs comme ceci. Je les ai admirés avant que je l'intègre. Parce que papa, quand ils étaient à l'école, au lycée, bon, nous on était presque en 6e année, tout ça là. Bon. Donc je portais le maillot. Il y avait un de mes cousins parmi eux, Suleiman Souma Kaido. C'était un de leurs avec lesquels ils ont joué dans l'espoir. Donc j'avais beaucoup d'admiration pour eux. Et quand je me suis retrouvé parmi eux, ça a été vraiment une très bonne impression et vraiment je n'en croyais pas. Donc j'avais non seulement du respect pour leur présence, mais je n'avais pas aussi eu le complexe de jouer parmi eux. Et ça a été remarquable. Ils le savent aussi, ils peuvent en témoigner. Maxime Camara, moi je ne l'ai pas vu dans ses grandes œuvres. Mais, puisque moi j'étais au village, à l'époque, je suis insulaire, j'étais aux îles. Mais ce que j'apprenais par les commentateurs, là, ça m'a ému. Ça m'a beaucoup amené à vraiment à l'aimer. Mais le peu de temps que j'ai vu avec lui, c'était un joueur impressionnant. Il improvisait des choses. Parce que je me souviens, à sa retraite, on est allé jouer un match à Abidjan, Djibilé Akram Jean-Baptiste. Il était déjà en retraite. Mais ce jour-là, ce qu'il a fait là-bas, je n'en croyais pas. Parce que quand on te dit que c'est un joueur en retraite, vraiment tu ne peux pas imaginer. Ah oui. En 1917, ça c'était la grande maturité. Parce qu'il y avait 2 ou 3 qui venaient d'arriver. Il y a Amara Touré qui venait d'arriver. Qui a été le héros à Accra, qui avait marqué le but, qui est vraiment malade. Au moment où je vous parle, il est très malade. Il a même été évacué. Il a été évacué plusieurs fois. Vous savez, on n'aime pas tellement parler des morts. C'est des remords que nous ressentons. C'est la peine que nous ressentons. Si je commence à énumérer tous ceux qui sont morts aujourd'hui là, parce que si je commence à identifier, il est mort. Joléa, il est mort. Kouleb, il est mort. Morsire, il est mort. Tostao, il est mort. Nyame Koita, il est mort. Campbell Arcel, il est mort. Amara Yaman, il est mort.
Vous voyez déjà, rien que sur ce plan, il y a 10 déjà. Si on compte d'autres, il y a plus d'une vingtaine. Mais ça passe vite. Là, les gens ne se rendent pas compte. C'est quand on commence à énumérer leurs noms que tout le monde se souvient. Ah, Télémon. Et ça finit. Parce que si tu parles aujourd'hui de triplé, tu verras moins. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui vivent là, les anciens, ils sont pas 10. Non, ils ne sont pas 10 que les Guinéens connaissent, qui ont joué dans le Afia. Non, il n'y en a pas. Ma génération, non. Il y a au moins 6-7 qui vivent. Voilà. Concernant Joléa, d'abord sur le terrain, il était très puissant. Cause pour laquelle le feu Boubacar Kanté lui a donné le nom de baptême Monsieur Bu. Parce qu'il était le renard des surfaces de réparation. Et à un moment donné, il y a des années, il fut le meilleur avant-centre africain, le meilleur buteur africain, lors d'une Coupe Cabral en Gambie, où il a marqué 14 buts. Donc c'était un monsieur où jusqu'à présent, la Guinée ne pourra pas avoir le remplaçant de Joléa. Parce qu'il avait le sens de but, sens de placement, les forces de frappe des deux pieds, il était incomparable. Il était incomparable. Seul notre doyen qui pouvait l'égaler, le doyen Kandia Diallo, qui vit maintenant en France, qui était l'un des meilleurs avant-centres guinéens, et c'était la copie conforme avec Joléa. Parce que dans la course, en vitesse, Joléa peut shooter des deux pieds. Sans que le gardien ne s'attende à un shoot surprise, il le faisait. Donc c'est une copie conforme avec Kandia Diallo. Il était bien de la tête, il était bien de la reprise, et sa force, c'était toujours le deuxième poteau. Quand le ballon est au côté gauche, Joléa se positionne sur le deuxième poteau. Donc quand l'ailier gauche fait le centrage, soit le doyen Maxime ou Petit Bangali, et ça va surplomber l'axe central et Joléa reprend tout de suite. De la tête, et il ne rate pas. Les centrages, que ce soit le côté gauche ou le côté droit, le flanc droit ou le flanc gauche, Joléa était toujours présent au deuxième poteau. Donc c'était un monsieur et que la Guinée va pleurer toujours. Moi, j'étais capitaine après Edanti, après Toulouse. Souma Souliba était un capitaine exemplaire. Tous les camarades peuvent le témoigner. Il ne s'est jamais battu avec quelqu'un ni échangé de paroles. C'est un homme qui pouvait rassembler tout le monde. Il est un rassembleur d'hommes et qui pouvait passer. Tout le monde ne peut pas commander. Il y a des gens qui sont faits pour ça, d'autres non. Et Dante, il en était un dirigeant à notre niveau, qui nous ramenait à l'ordre. Quand on s'énerve, il nous ramenait au calme. Des fois, on dit non, on ne joue pas, on a demandé ceci, on a demandé cela. Il dit non, vous l'aurez. Vous savez que vous l'avez toujours eu. Pourquoi vous allez vous énerver aujourd'hui? Le peuple de Guinée vous attend. Finissez de gagner, vous verrez si vous n'aurez pas. Alors de telles paroles, vraiment, nous arrivaient à notre profond de nous-mêmes et ça nous galvanisait de plus lorsqu'on devait rentrer au terrain. Et jusqu'au moment où il tombait malade, en 1975, ici, pendant les préparatifs, il a eu un mal de rein. Et c'est pourquoi il n'a pas fait les autres campagnes de 1975. C'est les reins. Il est resté dans ça. Et jusqu'au moment où nous, on venait faire le triplé, il était là à nos côtés. Il ne jouait pas, mais il était là. Parce qu'il ne savait que faire. Parce que pour lui, tout ce qu'il avait de bien, tout ce qu'il avait de famille, c'était nous. Et se séparer de nous, non, ce n'était pas possible. Et nous aussi, on l'a accepté et on lui a dit, il sera là dans toutes les campagnes. Jusqu'à ce qu'on finisse, comme on l'avait dit, qu'on finisse de jouer au ballon. Donc c'est Edanté, un capitaine exemplaire. Et c'est pourquoi on ne peut pas parler de triplé sans commencer par lui. Parce que c'est lui qui a brandi pour la première fois la première coupe ici en Guinée.
concernant le doyen Maurice, le feu doyen Maurice Silla, il était l'homme le plus polyvalent. D'abord, il a joué en équipe nationale de basket, il a joué dans les buts, il a joué à tous les postes, avant-centre, milieu de terrain et au poste de libéraux. C'est là que nous avons eu le sacre, il était défenseur. Il fut le premier président de l'association des anciens de l'amicale du AFIA. C'est après les élections, nous l'avons fait monter, vu sa sagesse, nous l'avons donné le grade de conseiller de l'association. Il était humain, disponible comme Joléa. Ils étaient sans reproche. Il y a des anecdotes. Une fois, on revenait du Palais du Peuple pour aller assister à une soirée artistique. Alors nos amis qui étaient à l'université, comme Maxime de Ousmane Tolo, alors nous disaient qu'ils ne pouvaient pas partir à la manifestation parce qu'ils avaient révision. Ils avaient une révision à faire au niveau de l'établissement. Une fois, on revenait de choses du Palais du Peuple, de la représentation artistique, on a rencontré Maxime. Maxime à 2 h du matin. Alors Maître Nabi a dit, ah Maxime, maintenant je comprends, votre révision donc c'est ici à 2 h du matin. Alors vous voyez ce que ça fait comme écho. Et finalement, nous avons pris la décision de dire non, c'est fini, la révision est terminée, ou vous venez avec nous, ou vous ne venez plus avec nous. Mon ami et frère Petit Sori, il habitait à 2 mètres du stade du 28 septembre, à l'Andrea ici. Alors chaque fois qu'on finissait les entraînements, il allait faire rapidement un saut rapide chez lui à la maison pour revenir avant qu'on finisse de se laver, de s'habiller. Il était encore parmi nous. Alors on a dit au capitaine Edanté, on a constaté quelque chose. Notre ami Sori là, il y a des moments là, dès que nous finissons les entraînements, il disparaît. Après, il revient et rentre dans le car. Alors on a posté quelqu'un là-bas, on a envoyé le capitaine pour aller s'asseoir devant sa porte. Alors, dès qu'on a fait les entraînements, il a foncé encore. Il trouve qu'il devant la porte, c'est Edanté. Edanté dit, aujourd'hui, je suis le gars de ta porte. Ce que tu vas faire, on va retourner encore sagement au stade du Vénin pour rejoindre les autres. Alors, une fois, le président Sékou Touré, paix à son âme, moi personnellement m'a fait énormément plaisir. Parce que mon papa avait eu des problèmes ici, parce qu'il était un mécanicien qui travaillait au chemin de fer, donc il était le chef de train entre Conakry et Mamou. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, bon, il a eu des problèmes, il a été arrêté, on l'a envoyé à la sûreté. Bon, c'est à la veille de l'internat que ma tante est venue me dire, ah, fiston, il y a papa qui a été arrêté, hein, parce que ça fait la veille, quoi. Il y a papa qui a été arrêté, hein, et tu dois jouer demain. Vous savez, bon, à des occasions comme ça, la veille vers 20 h, il y a tout le comité central, ou bien tout le BPN qui venait à l'internat, hein, pour nous motiver, pour nous donner des conseils. Et après chaque entretien, il posait la question, quels sont ceux qui avaient des problèmes? Bon, moi j'ai levé la main, j'ai dit, ah, moi j'ai des problèmes parce que j'apprends que mon père est arrêté, qu'il est allé à la sûreté. C'est là-bas que des instructions ont été données. On est allé extraire mon père, hein, de la sûreté. Mon père est venu me serrer la main et il est rentré à la maison. Il venait et puis bon, à un moment donné aussi, il nous donnait des cours de football. Oui, ça, tout le monde le sait. On a été en Roumanie, on a eu un tableau magnétique qu'on nous a offert. Kaba Ousmane, qui était à l'époque le secrétaire général du comité national de la GRDA, a pris la décision d'aller offrir ce tableau magnétique au président de la République. On a dit non, ce n'est pas pour le président. Ce tableau magnétique appartient à l'équipe. C'est pour nous permettre de mettre en place des situations tactiques et techniques sur le terrain. Il a dit, ah non. Lui, il était tellement émerveillé par le tableau magnétique parce qu'il n'avait jamais vu. Il a dit que ah, ça, c'est un cadeau qu'il faut offrir au président. Il est allé remettre au président. Alors le président a dit, ok, rassemblez-moi les jeunes, je vais donner un cours de football. Alors, paix à son âme, il nous a rassemblés. Il est venu, il nous a fait la démonstration de l'attaque pyramidale. Moi, je ne sais pas d'où ça vient, mais ce qui est clair, c'est qu'il avait vraiment maîtrisé ce sujet. Alors on était tous émerveillés, y compris notre entraîneur, qui pour la première fois, lui, se retrouvait en face d'un chef d'État qui fait une démonstration de football de ce genre. Il était vraiment enchanté. Alors, quand il a fait la démonstration,
Le hic maintenant, c'était comment faire la conclusion. Quand on dit de conclusion, il dit à quelqu'un qui a l'habitude de shooter le ballon au-dessus de la barre transversale, c'est parce qu'il est rapproché des lignes de but, de la ligne de but. Pour qu'il puisse marquer, il faut le reculer d'un cran. Donc on a compris qu'il n'avait pratiquement aucune notion. Alors le même soir, notre entraîneur, il a fait ses valises. Il dit qu'il s'en va. On a tout fait pour le retenir, dit que vraiment que lui s'en va. On a dit, mais pourquoi tu t'en vas? Il dit, parce que vous avez le meilleur entraîneur du monde ici. Moi, je n'ai rien à faire ici. Donc voilà, concernant le président. L'invite que je peux faire, c'est d'abord qu'il y ait l'acceptation volontaire de la part des jeunes d'aujourd'hui, ceux qui veulent avancer dans le football, hein, d'aller à l'école. D'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'apprendre. Moi, c'est ce qui m'a permis, et c'est peut-être ce qui me permet aujourd'hui d'être là. C'est fondamental. Tout le monde ne peut pas réussir en football. Il faut que les enfants acceptent d'aller à l'école. On est tous acharnés aujourd'hui pour dire il faut ouvrir des écoles de football. Il faut ouvrir des centres par excellence dans le domaine du football. Mais comment on peut ouvrir des écoles des écoles de football, gens qui veulent jouer au football, hein, refusent au moins d'apprendre. C'est-à-dire refusent d'aller au primaire. On va ouvrir les centres d'excellence, on va ouvrir des académies là. Mais quels sont les footballeurs qu'on mettra là-bas? Si les gens refusent d'aller à l'école. Actuellement, vous allez dans les quartiers, dès qu'un jeune commence à bien jouer, on tape une fois, deux fois pour lui, le lendemain il refuse d'aller à l'école, il est dans les quartiers. C'est bien de faire des centres de formation. Mais la première chose d'abord, c'est de scolariser le football. De scolariser, dire à nos frères d'aller à l'école. Et réorganiser les championnats, les compétitions scolaires. Nous, on a l'intention, dans un prochain avenir, de prendre une mesure qui dit quoi? Que aucun joueur ne sera licencié. Je ne parle pas de football informel. Hein. Si je suis compris, aucun joueur n'aura une licence sans qu'il y ait la certification d'un établissement scolaire prouvant qu'il part à l'école. Pour avoir un résultat, il faut travailler. Il faut travailler. Avoir de la discipline. Parce qu'un footballeur, ou un sportif, je prends en général un sportif, si tu n'es pas discipliné dans ta vie, c'est un peu difficile pour toi de persévérer. Et ce que je voudrais dire aux jeunes qui ne nous ont pas connus, c'est qu'on s'est aimé, on s'est entraidé. Dans le métier du footballeur, il faut persévérer. Il n'y a aucun secret. Les carrément qu'on ne peut pas, il n'y a pas de magie, c'est le travail qui paye. Et le sérieux surtout. Si tu n'es pas sérieux, tout ce que tu fais sur le terrain, ça va ailleurs. Donc, si tu consacres 10 ans de ta vie au niveau du sport, vraiment tu verras le résultat. Donc, je crois qu'ils doivent serrer les ceintures. Puisque jouer et s'amuser, il n'y aura pas de résultat. Nous exhortons même nos équipes actuelles et on leur demande de ne pas faire comme nous, non, mais faire plus que nous. Parce que quelqu'un qui met un enfant, il veut que l'enfant soit plus célèbre que lui. Voilà notre souhait. Je dirais tout simplement travail, persévérance et travail. Le succès vient au bout de l'effort. Ce n'est pas dans la bouche. Je crois qu'il y a eu un moment donné, la Guinée a dormi sur ses lauriers. Nous vivons encore avec notre passé. Il faut changer. Il faut changer de mentalité aujourd'hui. Avant, quand on quittait Conakry pour aller à Bokeh, il fallait faire une semaine parce que les routes n'étaient pas praticables. Aujourd'hui, nous sommes à la vitesse de la lumière. Il faut que la Guinée s'adapte à ça. C'est une adaptation qu'il faut faire parce que ce qui était valable hier ne l'est pas aujourd'hui. À la jeune génération, je leur demanderai d'abord de commencer à jouer au ballon très tôt. Très tôt. Ce n'est pas quand on a la barbe qu'on va dire, bon, moi je vais aller pour jouer dans l'équipe nationale. Non,
c'est quelque chose qui est programmé, c'est quelque chose qui est réaliste et réalisable. Il faut commencer à bas âge à jouer au football et monter maintenant avec les différentes étapes de formation. Là, en ce moment, c'est scientifique, mais ce n'est pas de l'improvisation. Or, avant, il y avait certes cette structure-là, mais il y avait aussi l'improvisation. Et aujourd'hui, l'improvisation devient l'ennemi du sport. Actuellement, nous sommes regroupés. Nous avons trouvé que vraiment, vu tout ce que nous avons eu à faire pour ce pays, nous en sommes fiers parce que partout où nous passons, il y a des gens qui reconnaissent cela pour nous. Et étant revenus en association, nous trouvons que vraiment c'est normal. Malgré nous travaillons, mais il faudrait qu'il y ait des moments que nous retrouvons, les anciens, pour discuter de nos propres problèmes et si possible, on s'entraide dans ces problèmes-là. Tous les samedis, on se rencontre, même si on n'a rien à se dire. Mais le fait de se voir et de se dire des problèmes, de se raconter des problèmes, parfois de s'engueuler, parfois de rire et tout ça, vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que tout le monde est occupé à quelque chose. Hein? Pendant la semaine, les gens ont leurs problèmes. Il y a d'autres qui sont écrasés par les soucis, il y a d'autres qui ont tellement de problèmes et tout. Donc ce samedi-là, c'est un havre de paix, c'est un havre vraiment de sérénité que nous venons rechercher ici. Quand on se voit, on se parle, on se rigole et tout ça, et puis on se sépare, je crois que c'est quelque chose. Donc c'est ça surtout l'importance de cette association. Le football, c'est un temps où tu quittes le football par âge, des fois où tu quittes par accident. Dieu merci. Nous tous, nous avons quitté par âge et nous vivons aujourd'hui ici à Conakry. Mais il faut le dire, la vie de maintenant n'est pas bien rose pour nous. Nous le disons à tout le monde, parce que lorsqu'on jouait, nous, on n'était pas payés en conséquence pour ça. On jouait pour la patrie et l'honneur. De telle sorte qu'on n'a pas pu entacher beaucoup d'argent pour être à l'abri aujourd'hui des petits trucs que nous connaissons maintenant. Quand quelqu'un tombe malade, on intervient tout de suite. Mais c'est nous qui nous intervenons parce que nous n'avons pas les moyens. Nous sommes obligés de tendre la main vers l'État, vers les bonnes volontés pour nous aider à traiter tel, à envoyer tel, à lui donner à manger, à l'hospitaliser, ainsi de suite. Et c'est pourquoi l'association, on l'a créée. Et parce que vous le savez, tout le monde ne travaillait pas. Tout le monde, même maintenant, on a engagé beaucoup, mais il y a beaucoup qui restent à faire. On ne peut pas tout faire. Parce que chaque 2 ans, chaque 3 ans, il y a une génération qui quitte le football. Et quand cette génération quitte, qui n'est pas professionnelle, comment cette génération va vivre? Peut-être on dira qu'il n'a pas eu de coupe, mais pendant 10 ans, il aurait porté les couleurs du pays. Et rien que ça, on aurait pu prévoir quelque chose. Comme disait un des ministres la dernière fois, il dit vraiment, je regrette qu'on ne fasse pas pour vous une retraite améliorée. Il dit parce que l'État peut faire. Aujourd'hui, nous vivons de nos propres cotisations. Mais s'il y a une intervention aujourd'hui, quelqu'un qui est malade, les premiers soins, c'est nous. C'est notre caisse. Seulement, peut-être à l'évacuation, on tend la main à l'État et l'État accorde cela et la personne s'en va. Mais avant cela, des fois ils vivent ici, personne ne lui apporte le soutien nécessaire pendant qu'il se démet. C'est quand il meurt, on envoie des bœufs, on envoie ceci. Et nous disons, nous avons voulu interdire cela maintenant. Quand quelqu'un vit, tout ce que vous pouvez nous apporter, apportez-nous de leur vivant. Ils ont été des grands footballeurs, défenseurs, des trucs de l'État, de la nation. Alors, il ne faut pas les laisser périr parce que rien ne vous dira que les jeunes qui sont en train de jouer maintenant vont vouloir faire comme eux. Si eux, ils ont joué sans argent, un moment viendra, il faut de l'argent pour jouer. Et si vous ne motivez pas vos joueurs, ça serait très difficile. Nous lançons un appel aux bonnes volontés, à tous ceux qui sont dans des institutions internationales ou des trucs privés, de nous aider à ce qu'on puisse aider cette génération de footballeurs qui commence
à finir sur terre. Senegali ka balonte ka mona bo moluro Lumbasi ya balonte